Bonjour, merci d'être venus si nombreux à cette heure encore, très, très tôt. Merci beaucoup d'être là, bienvenue. Nous allons vous parler du temps du politique et pour ce faire, nous avons demandé à M. Olli Rehn, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires et vice-président de la Commission, de nous faire part de son analyse, ainsi qu'à l'économiste Christian de Boissieu. J'aimerais d'abord vous dire quelques mots de Monsieur Olli Rehn, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. C'est monsieur, en quelque sorte, c'est monsieur discipline budgétaire. Hein. C'est lui qui relève la copie des 27 membres de l'Union européenne et vérifie que nous sommes bien en ligne avec la fameuse règle des 3%. Pierre Moscovici, qui le connaît bien, notre ministre de l'économie et des finances, dit de lui qu'il est taiseux, subtil, plein d'humour, un libéral avec une composante sociale. Grâce à lui, en tout cas grâce à vous, Monsieur Olli Rehn, la France a décroché un sursis budgétaire de 2 ans pour ramener son déficit sous la barre des 3%. Mais nous craignons le pire pour la suite, puisque vous allez également vous assurer que nos réformes structurelles sont en bon ordre de marche. Et là, je pense que ça va être compliqué avec les retraites et d'autres dossiers comme l'ouverture du marché du rail et de l'électricité. Votre agenda personnel est très chargé. Vous avez un passé politique d'homme politique finlandais, mais vous êtes surtout au cœur de la machine communautaire depuis bientôt 16 ans. La Belgique est devenue votre deuxième patrie après la Finlande. Vous êtes à la Commission, donc au cœur du réacteur. Vous avez d'abord suivi l'industrie et les entreprises, puis l'élargissement et maintenant, évidemment, les affaires économiques et monétaires. J'imagine que cela vous laisse peu de temps pour tout faire et surtout pour vous consacrer à vos marottes. Alors vos marottes, c'est évidemment la théorie économique, le rock, le foot, vous êtes un fan du Manchester United, et puis aussi en bon finlandais, et puis en bon finlandais, vous aimez bien le sauna. Monsieur le commissaire, dites-nous à présent dans quel monde politique on vit. Mais je pense que Christian de Boissieu va d'abord nous faire également une courte présentation du sujet. Christian de Boissieu est professeur d'économie à Paris 1, évidemment membre du Cercle des économistes et grand amateur de blanquette de veau, hein, je précise quand même. Christian. Bruna m'a demandé ce matin, à brûle-pourpoint, quel était mon plat préféré. J'ai dit la blanquette de veau, ce qui est vrai, mais il faudra que j'attende un tout petit peu pour en profiter, en quelque sorte. Merci, monsieur le commissaire, d'être avec nous. Le temps du politique, le temps des politiques, c'est-à-dire le terme politique nous fait partir dans pas mal de directions. Qu'est-ce que ça évoque pour moi, le temps du politique ? Ça évoque d'abord l'horizon temporel de l'action ou des actions publiques. Court terme, long terme, court-termisme, ce débat, j'y reviendrai dans quelques instants. Ça évoque deuxièmement une question très importante pour l'efficacité de l'action publique, la question des délais de réaction. Les délais de réaction des pouvoirs publics, réactivité à court terme, inertie. On va retrouver le débat entre, je dirais, la réactivité de la Banque centrale européenne, comme toute banque centrale, réactive à court terme, et l'inertie un peu plus forte d'autres domaines de politique publique. Troisième idée évoquée par le temps du politique, le temps, je dirais, des exigences démocratiques. Le temps du politique, ça évoque aussi l'articulation entre les décisions économiques, le cycle électoral, ce qu'on appelait il y a 30 ou 40 ans dans la littérature le cycle politico-économique, political business cycle en anglais, le cycle politico-économique. Et puis ça évoque, pour moi, le temps du politique également sous l'angle démocratique, des questions de transparence, des questions de responsabilité. Et c'est comme ça que je traduis en français le terme accountability. Ayant évoqué ces quelques mots, je vais proposer plusieurs pistes, et puis le commissaire en fera ce qu'il voudra, bien sûr.
à propos du temps du politique. Quand je regarde ce qui se passe en Europe, je vais me concentrer sur l'Europe. Et le temps du politique en Europe, c'est à la fois évidemment sont les deux étages de la fusée, c'est l'étage européen, mais l'étage des politiques nationales. Et les deux étages sont liés. Ça serait absurde de considérer que ce que fait la Commission, ce que fait le Parlement européen, ce que font les instances européennes est totalement déconnecté de ce qui se passe au plan national. Première idée, sur le temps du politique, je pense qu'il est important au niveau européen, quand je dis au niveau européen, ça veut dire dans les pays membres et à l'étage européen, d'articuler correctement dans le temps ce que j'appelle les deux jambes. Première jambe, la consolidation budgétaire, on en a déjà parlé dans la présentation, avec le débat sur le rythme optimal de la consolidation budgétaire, rythme qui est variable, à mon sens, d'un pays membre à l'autre. Et d'autre part, la deuxième jambe, les initiatives en faveur de la croissance. L'Europe a eu tendance à privilégier une approche séquentielle, c'est-à-dire à parler et à faire ou à commencer la consolidation budgétaire avant d'ouvrir le débat sur les initiatives en faveur de la croissance. Je pense qu'il est temps de remettre en cause cette séquence et de dire qu'il faut marcher sur les deux jambes en même temps, faire les deux jambes en même temps. Et je constate que sur les initiatives de croissance, il y a eu deux sortes. Il y a un an, mesure technique, mais qui est une mesure politique, augmenter le capital de la Banque européenne d'investissement pour, à travers un effet de levier, lui donner plus de marge de manœuvre. Initiative plus récente, le plan jeune, et sur ce terrain-là, le Cercle des économistes fera tout à l'heure quelques propositions complémentaires importantes. Et je dis simplement qu'il faut vraiment, sur la deuxième jambe, initiative de croissance, mettre la pédale forte, passer des mots ou des intentions aux actes de manière, à mon avis, beaucoup plus importante. Deuxième idée évoquée par le temps du politique quand je regarde ce qui se passe en Europe, la lutte contre le court-termisme, qui concerne à la fois les politiques nationales et aussi le niveau européen, et essayer de tenir au niveau européen le cap à long terme. L'agenda de Lisbonne en 2000 était une bonne idée, avait fait le bon diagnostic. Le problème, c'est que derrière le bon diagnostic, il n'y a pas eu la bonne politique. Pour des raisons qu'on connaît, qui concernent à la fois les contraintes politiques nationales, des contraintes de financement, etc. Je pense qu'il est fondamental aujourd'hui que l'agenda Europe 2020 n'ait pas le même sort. Et ça, je pose à la fois des problèmes de long terme, des problèmes de financement. Il faut assurer la crédibilité de l'agenda Europe 2020. Troisième aspect que j'évoquais, le temps du politique, c'est aussi la réactivité différentielle des différentes formes d'action publique. En Europe, comme ailleurs, la tendance a été, pour éteindre l'incendie de la crise ou calmer l'incendie, de compter sur la réactivité de la Banque centrale. Les politiques monétaires sont plus réactives à court terme que les politiques budgétaires, fiscales ou que les autres domaines de politique économique. Je crois qu'on a eu raison de s'appuyer, comme on l'a fait sur la BCE, il faut continuer à le faire, mais il ne faut pas que les autres domaines de politique économique en profitent pour cultiver ce que j'appelle le relative inertie. Quatrième sujet, j'ai presque fini. Quatrième angle d'attaque, le débat en Europe entre l'équilibre entre l'intergouvernemental et le communautaire. La crise a conduit à renforcer la dimension intergouvernementale. Je pense que le temps de l'intergouvernemental, c'est-à-dire des gouvernements, n'est pas le même que le temps du communautaire. Et le fait de mettre l'accent sur l'intergouvernemental, qui pouvait se comprendre compte tenu de l'ampleur de la crise, a peut-être conduit à renforcer le court-termisme. Il est temps sans doute de rééquilibrer les deux et de conférer un peu plus de poids, ou pas mal de plus de poids, au communautaire, la Commission, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, le Parlement européen, les différentes instances. Dernier point, cinquième point que j'évoque, les liaisons au niveau européen entre l'espace et le temps. Nous sommes déjà dans une Europe à plusieurs vitesses. Et nous sommes même dans la réalité de plusieurs Europes à plusieurs vitesses. L'Europe de Schengen n'est pas la même que l'Europe de l'euro, qui n'est pas la même que l'Europe de la défense, qui n'est pas la même de ce que sera l'Europe de l'union bancaire.
il me semble que le fait de resserrer les ambitions et la stratégie autour d'un noyau dur européen ouvert vers ceux qui le veulent et qui le peuvent, ça sera aussi la manière de regagner la maîtrise du temps et d'améliorer l'articulation en Europe entre le court terme et le long terme. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Monsieur Olli Rehn. Merci, Madame la Présidente, Professeur de Boissieu, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord remercier le Cercle des économistes pour m'avoir invité à ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, devenu un rendez-vous de réflexion et de débat exceptionnel. C'est un grand honneur de pouvoir m'adresser à vous dans une enceinte aussi prestigieuse que l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et pour un barbare du Nord comme moi, bien sûr aussi une expérience civilisatrice. Chers amis, ce matin, nous parlons sur le thème du politique. Selon moi, la distinction que professeur Boissieu a fait entre le politique au sens noble et la politique politicienne est utile. Pour appliquer cette distinction, je veux reformuler la question et demander comment pourrions-nous en Europe combiner la politique économique pour renforcer nos systèmes d'éducation et d'innovation, réformer nos marchés de travail et changer nos régimes de retraite à moyen terme avec les exigences démocratiques de la politique électorale souvent de court terme. À mon avis, la question n'est pas seulement comment nous dirigeons la politique économique et monétaire, mais aussi comment nous pratiquons le dialogue avec nos concitoyens et citoyens et comment nous organisons notre gouvernance économique et sa légitimité dans la zone euro. Donc, je vais me concentrer sur la politique économique de la zone euro, en particulier sur la question comment l'économie européenne peut retrouver un équilibre entre les urgences et les nécessaires réformes économiques, y compris la reconstruction de l'Union économique et monétaire. Notre politique commune est orientée vers trois objectifs avec trois horizons temporels et nous travaillons premièrement pour la stabilisation des marchés financiers et le renforcement de la confiance à court terme. Deuxièmement, pour le rééquilibrage de l'économie de la zone euro et les réformes structurelles pour la croissance et l'emploi qui ont un impact plutôt sur le moyen terme, mais souvent aussi à court terme. Et troisièmement, pour la reconstruction de l'Union économique et monétaire, y compris l'Union bancaire, dès maintenant, mais en travaillant pour le long terme. D'abord, concernant la stabilisation économique qui est en cours, l'action décisive de la Banque centrale européenne et des mesures de consolidation et réforme dans les États membres ont eu un effet important déjà. En plus, la BCE a clairement indiqué jeudi que la politique monétaire restera accommodante aussi longtemps que cela nécessaire afin de préserver la reprise économique. Cela implique une divergence justifiée, selon moi, avec l'action américaine
en raison des différents cycles économiques, alors qu'aux États-Unis, l'orientation de la politique peut devenir plus restrictive dans la zone euro ou dans l'Union européenne, l'orientation de la politique demeure à juste titre accommodante. Deuxièmement, en ce qui concerne les réformes structurelles, le Conseil ECOFIN va adopter mardi prochain ces recommandations qui est proposées par la Commission européenne aux 27 pays de l'Union européenne, aussi pour la France. Dans ce contexte, je défends une application intelligente du pacte de stabilité et croissance qui prend en compte les efforts entrepris pour réduire les déficits structurels. J'ai proposé 2 années supplémentaires pour ramener le déficit de la France à 3% d'ici 2015, parce que dans un contexte économique difficile, la France a fourni l'effort de réduction du déficit structurel établi par les recommandations du Conseil. Mais ce délai de 2 ans doit être compris comme un appui supplémentaire à la croissance et devrait être mis au profit pour enrayer l'érosion persistante de la compétitivité française et ainsi lutter contre le chômage. Des initiatives importantes ont déjà lancé en France, comme le pacte pour la compétitivité en novembre dernier et l'accord entre partenaires sociaux sur la réforme du marché du travail. Mais il y a besoin d'intensifier des réformes pour la compétitivité économique et soutenabilité budgétaire. Je m'entretiens régulièrement de ces questions avec le ministre Pierre Moscovici. Je vois la relation entre chaque État membre et la Commission européenne comme un partenariat et je veux passer un message d'encouragement pour la France dans ces chantiers importants mais souvent difficiles. Permettez-moi maintenant de vous adresser quelques mots en anglais sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. In my view, the most important institutional innovation of the past few years in this regard is the European semester, the framework for coordinating fiscal and economic policies at the European level before decisions are finalized and implemented at the national level. And this is, in fact, what Professor de Boissieu was calling for. It is a very clear and close link between the national and European levels of policy making. I have to say that the principled commitment to do so has been an element of the EMU right from the start, but I dare to claim that its practical implementation has lagged behind, which is maybe the understatement of the year until very recently. Policies were discussed and assessed also previously, but a genuine commitment to agreeing policy priorities and pursuing them for a common European interest was not really there. It was as if the previous surveillance mechanisms were never meant to have any impact. With the European semester and with the new tools for economic governance, the treaty commitment over economic policies being a matter of common concern for all member states is now being turned into practice and reality for the sake of sustainable growth and job creation and in the interest of European citizens. The European semester culminates in the adoption by the Council of country-specific recommendations to each member state and to the euro area in its entirety.
These recommendations cover fiscal as well as broader economic policies, especially in the field of labor and taxation. They aim at guiding member states to pursue policies that create the best possible policy outcomes, not only for the citizens of the country concerned, but also for the citizens of the euro area in its entirety. So, for instance, while we call economic reforms from France, we call for strengthening of domestic demand from Germany. This combination would be the best possible outcome for the euro area in its entirety and for both countries concerned. Dear friends, this brings me to my third and final point, that of the future of the economic and monetary union. The Commission presented a blueprint in this regard last November, which sketched out elements, timelines and conditions calling for further economic and fiscal integration, especially in the Eurozone. In our view, the essential guiding principle in the reconstruction of the EMU should be that any step towards increased solidarity needs to be combined with increased responsibility, that is, with further sharing of sovereignty and deeper integration of decision-making within the Eurozone. In this respect, we have already taken major steps forward with the substantial reinforcement of economic governance, which is today in action, as I explained. Last week, we took another step by setting up an expert group to assess the pros and cons, economic and financial pros and cons and legal conditions of a partial replacement of partial substitution of national issuance of public debt by European issuance of public debt, such as a redemption fund, debt redemption fund, or Eurobills. In fact, while each member of the expert group is in her or his individual capacity, I have to say in this order, because we have fortunately for once a female majority in this expert group, unlike the executive board of the European Central Bank. So Le Cercle des Économistes has then their own representation there, as Professor Agnes Benassi has been appointed a member of this important expert group. So one aspect of rebuilding the EMU that has not yet received sufficient attention deserves to be highlighted with this audience. In today's and tomorrow's world, decisions and policies that have an important impact on the perspectives of our citizens and on the choices of our enterprises are increasingly determined at the global level. And that's why global governance of the world economy is ever more important also for Europe. Mesdames, Messieurs, pour conclure, les poids relatifs de l'Europe sur la scène mondiale peut diminuer. Mais si l'Europe agit dans l'unité, elle restera un acteur important des relations internationales. Mais si l'Europe agit de manière fragmentée, elle pourrait perdre son influence sur les décisions globales. Dans le dernier cas, il ne resterait plus qu'à s'adapter aux choix faits par d'autres. Nous avons trouvé des solutions relativement efficaces pour assurer la présence et l'influence de la zone euro au sein du Fonds monétaire international et du G20, mais nous devons aller plus loin encore. La Commission ouvrira un débat sur ces questions cet automne. Nous voulons renforcer la gouvernance interne et la représentation externe de la zone euro
sur base de la méthode communautaire. En fait, je suis très intéressé par l'opinion de Madame Lagarde ou mon amie Christine sur ces questions, puisqu'elle a le privilège de connaître à la fois le fonctionnement interne de la zone euro et celui du FMI. Comme un Européen convaincu, je pense que les institutions européennes doivent rester la pierre angulaire de toute démarche vers une plus grande intégration, de sorte qu'elle soit à la fois efficace et inclusive. Il n'est pas inutile de rappeler à quelques mois des prochaines échéances électorales européennes que c'est la réforme du modèle économique et social européen qui est en jeu. Il s'agit de défendre et développer sans arrogance mais sans nostalgie le modèle social européen qui combine la culture de stabilité, l'esprit d'entreprise et la justice sociale. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Commissaire. J'aimerais à présent me tourner vers la salle. Messieurs, Mesdames, nous pouvons commencer notre débat. Y a-t-il des questions? Enfin, j'espère qu'il y en a, d'ailleurs. À vous. Oups, je vois personne. Christian. Christian, avez-vous une question pour Monsieur Ollieren? Non, juste, je voudrais revenir et poser une question au commissaire. Le scepticisme des opinions publiques à l'égard de l'Europe et du projet européen tient au fait, à mon avis, qu'il n'y a plus tellement de projets, qu'on manque de vision à long terme, qu'on oublie même quels sont les objectifs derrière tout ça. Et ça tient aussi au fait que l'Europe ne délivre pas du point de vue économique et social quand on regarde les performances ou les contre-performances de l'Europe. Alors peut-être qu'on attend trop de l'Europe, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur la question des deux jambes, consolidation budgétaire et initiative de croissance. Ma question est concrète. Qu'est-ce qu'on peut attendre au-delà de ce qui a commencé à être fait pour la Banque européenne d'investissement, le plan jeune? Qu'est-ce qu'on peut attendre de concret en matière de croissance à l'occasion des prochains sommets européens? Merci pour votre question. Et vous avez raison, il y a un lien fort entre la politique pour la croissance et comment on fait la consolidation budgétaire en Europe. Maybe if I reflect this in English, I think it's important that we continue to work with the two tracks with a very strong accent on the policies for sustainable growth and job creation, which includes the work of the European Investment Bank. And at the same time, we continue consistent but more gradual consolidation of public finances. And here, why do we need a stronger role for the European Investment Bank? European Investment Bank is a public bank. It is the public development bank of the European Union. And it's important that it carries out its responsibility as regards supporting investment at a moment when investment is relatively low in Europe because of still very tight, excessively tight credit conditions. And that's why recently the capital of the European Investment Bank was increased. The capital increase was 10 billion euro, which translates into 60 billion euro of lending capacity, and altogether 180 billion euro of fresh investment over a period of 3 years. And this is already a reality. It's an increase of 40% in the lending capacity of the European Investment Bank, intended
for financing of SMEs, innovation, infrastructure, and green growth. The next step should be, and we are working together with the EIB and also with the ECB on this, should be that we together address the financing trap of SMEs, especially in Southern Europe, which is the biggest bottleneck of economic growth in Europe now in the short term. It is kind of a modern liquidity trap because SMEs, businesses, and especially SMEs in Southern Europe, say Italy or Spain, have to pay several percentage points higher interest rates compared to businesses, SMEs in Germany or elsewhere in Central and Northern Europe. So we are working together on this, and I expect that we will come with ambitious proposals shortly, and thus help to alleviate this problem, address the financing trap, and thus support economic growth in Europe. Stop. Bon, merci beaucoup. Il n'y a plus de temps pour les questions, mais merci pour votre attention.